Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, bienvenue sur Sud Radio. Je vous conseille aujourd'hui de baisser un tout petit peu le son parce qu'à mon avis ça va parler fort. Non, pas du tout. Mais on se demande pourquoi. Elisabeth, on nous attaque. Nous qui avons des voix si douces. Nous qui sommes l'incarnation de la douceur, Voilà. vraiment, En tout de cas, la patience. on va vous laisser la place aujourd'hui au 0826 300 300. Vous allez pouvoir, vous, en tout cas, donner de la voix pour commenter l'actu avec Philippe David. Ça va, Philippe? Je pense que ça ne pourra pas aller aussi bien qu'hier. C'est vrai? Ah, puisque hier, une vraie voix a une phrase absolument extraordinaire, puisque Olivier d'Artigol m'a qualifié de héros. Oui. Et pour que ça aille aussi bien, il faudrait qu'il y ait au moins 2 des vraies voix qui fassent preuve d'autant d'amabilité. Au moins envers oh là, moi. ça démarre Je mal. vous écoute, Cécile. Qu'est-ce que c'est, Vous êtes mon héros Dieu, Philippe David. Ah, ça commence bien. Philippe Bilger. Olivier, pour une fois, n'a pas dit la vérité. Non, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a qualifié de Mais héros. pourquoi? Il était à la Parce place que- des... parce que Le lui- héros au long bec en manchette dans le long cou. Non, mais pourquoi? parce qu'il est réaliste, c'est tout. Mais pas Varoum. héros, H-E-R-O-S. Ah. Le messager, Non, c'est non. le messager. Non, On l'appelle le non, messager. non. Allez, on y va les amis. Au sommaire de cette émission, on va revenir bien entendu sur ce drame à Saint-Jean-de-Luz. La question du jour, la santé mentale des jeunes est-elle en danger? Après ce drame, forcément dans le lycée Saint-Jean-de-Luz, cellule de soutien psychologique a été mise en place dans l'établissement. Le profil du lycéen était décrit comme fragile psychologiquement par la police. Philippe. Oui, Cécile, et sa garde à vue a été prolongée. Le procureur de Bayonne affirme, je cite, que l'adolescent n'était pas connu des services de police ni des services de justice. Est-ce que vous pensez qu'on se préoccupe assez de la santé mentale des jeunes qui a été gravement mise à l'épreuve au moment des confinements en particulier? Vous vivez ça, vous avez des enfants qui ont des soucis, on vous attend au 0826 300 300. Est-ce que la santé mentale des jeunes est-elle en danger? Est en danger selon vous? Vous dites oui sur notre compte Twitter à 85%. Et puis, faut-il imposer un bilan psychologique à tous ces élèves? Ça, c'est le coup de projecteur. Le drame survenu ce mercredi soulève forcément la question de l'accompagnement des élèves souffrant de troubles psychologiques dans les établissements. Une urgence puisqu'aujourd'hui, il n'y a que un psy pour 1500 élèves en France, Philippe. Oui, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a d'ailleurs annoncé augmenter de 20% les places au concours de psychologue de l'Éducation nationale cette année. Est-ce qu'il faut faire passer un bilan psychologique aux élèves qui maintenant peuvent arriver en cours avec des couteaux? Quand on faisait le service militaire, on avait un bilan psychologique en arrivant et c'était peut-être pas inutile. Venez nous le dire au 0826 300 300. En tout cas, ils sont contre cette proposition sur Twitter. Ils disent non à 74%. Venez nous le dire. On vous attend bien entendu au standard. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et vous avez entendu leur The Magic Voice. Philippe Bilger est avec nous. Enfin, magique, il n'y a que vous qui m'ayez flatté. Oui. Non, je parle de Philippe Bilger. En général, il prend tout pour lui. C'est dingue. Non, mais- C'est le roi qui ramasse. Allez, hop. Non, C'est pour mais- Kiki, c'est pour Don Non, non, mais tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, Philippe Ouais. David, c'est le genre de type, il regarde le matin quand il regarde la montagne, il pense que c'est la montagne qui se tourne pour le regarder. C'est vrai. vraiment fait comme C'est- ça. En plus, il est vraiment pas comme ça. Alors, je vais Il le est défendre. vraiment comme ça. Mais sauf que c'est vraiment ce qui se passe, François. Ah bon, François c'est vrai de Bois qu'elle est avec regardez-moi, la Vous montagne. n'allez pas Merci, dire que c'est un Elisabeth, héros flattez-moi. en plus. Et Elisabeth Lévy est avec nous. Ça va, Elisabeth? Ça va. On est ravis Je suis ravi d'être là. de vous accueillir. Vous avez passé une belle journée hier? Sans nous? Hier, c'était ma journée de bouclage, j'ai passé des meilleures journées. Ah oui, c'est vrai que vous avez joué une conférence. C'est quoi la une du magazine Causeur cette semaine? Rééducation nationale. Nous avons pu nous plonger dans les témoignages des parents vigilants. Vous savez que Reconquête a sollicité, c'est sidérant ce qu'on met dans la tête des enfants de ce pays. Sidérant. Le titre est bon, en tout Ouais. cas. Il Ouais, n'est pas c'est de pas moi, mal, c'est pas mais mal. je transmets à qui de droit. Ah ouais. Mais c'est pas de vous, vous faut toujours Je dire dis c'est moi rien, qui l'ai moi j'ai inventé. décidé de pas m'énerver tout de suite à 17h08, donc voilà, on en parle, on va s'énerver tout à l'heure. je Ouais, pense. ouais, c'est ça, c'est ça. Pas exagérer quand Ah, même. dis donc. Ah, il y a déjà du teasing Oui. là, c'est bien. Non, non, Et parce Romina que- est ouais. avec nous. Ah. Romina, des Hautes-Pyrénées. Bonsoir, C'est joli des ce Hautes-Pyrénées. prénom, Romina, j'adore. Ah, et puis en plus Haute-Pyrénées, vous êtes d'où? Vous êtes de chez moi? Je suis du nord du département, donc de Vic, à côté de Vic en Eh Vigor. bien, on vous prend quand même. On vous prend quand même. Bon, Parce qu'il y a une grande différence culturelle avec le Sud. bah, il y a une différence culturelle avec la vallée. Moi, je suis des vallées et Ouais. Romina est de la plaine. Et c'est très Avec bien. un tel prénom, Romina. Romina. Après Romina Power. Oui, Ah ouais, et oui. Albano. Et Romina, Donc vous confondez avec l'Albanie. non? vous faites quoi dans la vie, Romina, si je peux vous demander votre métier?
Oui, je suis infirmière libérale. Ah, on aime bien les infirmières. Voilà, on aime bien, on les soutient les C'est infirmières. Richie, ça. Ouais, et donc Romina, vous êtes notre vraie voix aujourd'hui, forcément particulière, en tout cas et prioritaire. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment et vous allez devoir jouer contre Elisabeth Lévy ou contre Françoise de Gois ou contre Philippe Bilger tout à l'heure pour le quiz de l'actu, qui est pas mal. Il est pas mal. Je veux dire que là, je remue mes petits doigts de pied et mes petits doigts. Je peux vous assurer que on l'a coquetté avec Philippe David. On est plutôt pas mécontents. Il y a quelques questions. Oui, c'est un petit. Non, mais regardez tous les deux chauds, tous les deux vieux, tous ces Moi, vous savez, je viens ici simplement pour entendre Philippe Bilger dire Kikadi avec un air si content. Romina, on vous a pas entendu, pardon. Vous disiez quoi? Oui, je disais, il y a plein de sujets là ce soir que vous abordez qui m'intéressent. Bien sûr. Effectivement, on parle de la santé mentale chez les jeunes et donc l'infirmière scolaire aussi. Je suis infirmière, donc ça me parle. Et puis aussi tout le volet éducation, puisque je vous avais appelé il y a 15 jours de ça pour vous parler de la fermeture d'école. Ah oui, très bien. Et ben, apporte au sujet. Eh ben super. Vous pouvez nous appeler bien sûr et réagir quand vous voulez. Merci beaucoup Romina, vous restez avec nous. On est ravis de vous accueillir dans Les Vraies Voix. Tout de suite le réquisitoire du procureur. Et la chanson du jour avant, mais bien sûr. Oh, ces idées-là, magnifiques. Bertignac. Qui fête ses 69 Qu'est-ce ans que j'adore. aujourd'hui. 69 ans. Oui, C'est sublime. bel âge. Écoute. Elle est très bonne. Ces idées-là. Quelle merveille cette chanson. Je n'aimais pas. Allez-y Philippe. Pas si fort que tu crois. Je n'aimais pas du tout ce chanteur Ouais. et le hasard a fait que j'ai écouté un jour cette chanson. Voilà. Et- Elle est et- formidable. Elle est formidable. Ah oui, magnifique. 1987. Ben voilà, ça nous a fait chanter, danser tout de suite le réquisitoire, donc officiellement du Oui. procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et un réquisitoire qui va rappeler des souvenirs de vrais réquisitoires aux assises avec Philippe Bilger, puisque vous voulez requérir contre ceux qui croient tout savoir d'un auteur de crime parce qu'on parle de troubles psychiatriques avérés. Oui, alors je ne vais pas aborder bien sûr le thème de Saint-Jean-de-Luz, Ça, si vous j'ose auriez pu, dire, c'est pas très- mais je suis un peu agacé en tant que procureur symbolique par le fait que lorsqu'on a la chance d'identifier des troubles psychologiques avérés, on n'est pas loin de considérer qu'on a toute la vérité sur une affaire et sur une psychologie. Et combien de fois aux assises j'ai connu des présidents qui forçait en quelque sorte la psychologie de l'accusé en lui reprochant presque de ne pas savoir pourquoi il avait accompli le crime alors qu'il était évidemment tout prêt à nous dire le maximum sur les faits. Et je continue à penser, et c'est sans doute vrai pour ce mineur de 16 ans, que on est un inconnu pour nous-mêmes. Très souvent, et qu'on croit savoir, et pas seulement lorsqu'on commet des crimes, entendons-nous, mais on bute à un moment donné, même quand on cherche la transparence sur quelque chose qui nous interdit d'aller au bout de la vérité sur nous-mêmes. Françoise de Gaulle. Je suis absolument d'accord avec Philippe. Après, on peut décider de voir la vérité par plein de moyens. Il y a des gens qui ont le moyen de la religion, d'autres de la philosophie. Il y a des gens qui font des psychanalyses, qui ont l'esprit de recherche. Mais je suis absolument d'accord avec vous sur cette idée d'être inconnu à nous-mêmes. Mais on peut décider aussi de voir sa vérité. Je suis également d'accord sur ce que vous dites sur Saint-Jean-de-Luz, et en règle générale, une bouffée délirante schizophrénique, par définition, ne prévient absolument pas. Il n'y a pas de signe avant-couvreur du moment où on sombre, non. mais apparemment, et même réellement, médicalement. Donc, Qui je d'ailleurs suis d'accord. transforme cette Elisabeth affaire Lévy. plutôt qu'en fait de divers. société Oui. à partir duquel nous avons essayé de tirer des enseignements. En fait divers. On fait divers atroces, tragiques, terribles, mais quels que soient d'ailleurs les problèmes de l'école qui ont été abordés depuis hier, ils existent ces problèmes, mais ils ne sont pas illustrés par cette affaire. Et sur la prudence, vous avez raison, mais j'ajoute une chose, Philippe, sur la transparence à soi-même, c'est que je ne crois pas, je crois que la normalité n'existe pas, si vous voulez. Il y a, comme chacun, tout le monde sait, enfin,
la plupart des gens savent qu'il y a 2 types de troubles psychiatriques, les psychoses et les névroses. Des névroses, nous en avons tous. Oui. Voilà, nous Surtout sommes vous. tous normalo-névrotiques. Mais bien sûr, on est tous névrotiques. Donc, et puis l'équilibre, c'est la somme de tous nos déséquilibres. De toute façon, non, bien sûr, vous êtes un être parfait. Et puis voilà, la Moi aussi. psychose. Voilà. La psychose, On dit du bien. c'est une maladie. On ne soigne pas la psychose avec l'amour, la compréhension et la psychologie. C'est une maladie, la schizophrénie, la maniaco-dépression. Ce sont des maladies à part entière. Donc on verra. Mais je suis d'accord avec vous, Philippe, hein, sur l'idée que d'un seul coup, tout serait compris, expliqué. Non, absolument pas. C'est très difficile. J'ai connu vraiment trop de moments aux assises où des présidents parfois médiocres, mais n'étaient pas loin de réprimander l'accusé parce qu'il cherchait, mais il pouvait pas, quoi. Et je dirais que pour les accusés, c'est encore plus vrai, me semble-t-il, que pour le commun des êtres que nous sommes. Est-ce que vous avez souvent été confronté, disons, à la question psychiatrique dans votre métier, Philippe? Parce qu'il y a évidemment des gens qui ne sont pas jugés, mais il y a des gens qui ont des troubles et qui sont quand même oui, j'en ai eu quelques-uns dont la responsabilité. J'en ai eu quelques-uns dont la responsabilité était altérée, mais à l'époque où j'officiais, on n'était pas obligé de tirer des conclusions quantitatives, tandis qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une altération, on est obligé, si on requiert une peine, de la descendre. On est obligé d'en tenir compte. En tout cas, tandis qu'à mon époque, on n'était pas obligé de le faire. Merci Philippe Bilger pour ce réquisitoire. Je viens de recevoir un texto qui dit « Ah cool, vous avez les deux ce soir » en parlant de Françoise de Gois et Elisabeth Lévy. Je pense que la personne qui m'a envoyé ce texto peut à un moment donné l'effacer puisque je suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle. Allez, à tout de C'est-à-dire suite. que c'est cool qui va pas très bien avec le truc. C'est ça. À tout de suite. Bienvenue à tous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, bienvenue sur Sud Radio avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h et vous savez que ce soir c'est forcément un cru particulier. Hein. C'est lourd. C'est ça, avec Philippe Bilger, avec Françoise de Gois et Elisabeth Lévy. Ça va causer beaucoup. Vous avez vu qu'on est calme toutes les deux. Oui, c'est ce qui on me a fait peur. pris, on a pris vraiment une décision profil bas, low profile. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée quand même. Ne perdez pas vos qualités humaines. Amour, douceur, Voilà, c'est ça. Bienveillance. Et puis, non, vraiment, moi je laisse parler la gauchiste qui est en toi. Je trouve. Il s'est passé un truc. Il y a un truc qui a... Je sais comment lui faire dire du mal d'Edoui Plenel. Dans un instant, le grand débat va revenir sur la santé mentale des jeunes. Est-elle en danger? C'est notre question du jour, suite au drame qui s'est installé bien sûr à Saint-Jean-de-Luz. Pour l'instant, vous dites sur cette question, imposer un bilan une santé mentale des jeunes en danger. Vous dites oui à 83%. En attendant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et ces 3 mots dans l'actu sont deuil, plafond et manipulation. Une minute de silence pour la professeure d'espagnol poignardée par un élève hier à Saint-Jean-de-Luz. L'adolescent prétend avoir entendu une voix qui lui aurait commandé son geste fatal. Le nouveau geste de Total, un plafond tarifaire, c'est promis. Le litre de gasoil ou de samplon 95 n'atteindra pas les 2 € cette année. Et puis la chaîne BFM TV porte plainte pour corruption passive, abus de confiance et licencie l'un de ses journalistes pour des séquences à l'antenne qui auraient été réalisées sur commande. Les vraies voix Sud Radio. Une minute de silence a été observée à 15h dans les établissements scolaires qui ne sont pas en vacances. Hommage à Agnès Lassalle, cette professeure d'espagnol de 52 ans poignardée à mort par un élève de 16 ans hier à Saint-Jean-de-Luz. Une enseignante très appréciée, souligne le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Le parquet ouvre une enquête pour meurtre avec préméditation. L'auteur des faits devrait pouvoir être jugé. Il est accessible à la responsabilité pénale, estime le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, qui réclame son placement en détention provisoire. Durant sa garde à vue, le mis en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l'incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré lors de sa première audition. Le mis en cause est toujours entendu par les officiers de police judiciaire du SPJ de Bayonne.
Le procureur de Bayonne, ici chez nos confrères de France Info, l'élève en question a évoqué une dispute la veille avec un autre élève. Il admet également une forme d'animosité à l'égard de cette professeure d'espagnol, matière où ses résultats étaient moins bons qu'ailleurs. Très bon élève selon ses camarades de classe. Il avait obtenu son brevet avec mention très bien l'année dernière selon le rectorat de Bordeaux. Il dit aussi cet élève avoir été victime de harcèlement dans son précédent établissement. Le jeune homme avait réalisé une tentative de suicide médicamenteuse en octobre dernier, après quoi il s'était vu prescrire des antidépresseurs. Peut-être une petite réaction, c'est difficile, on en parlera de toute façon pendant notre grand débat. On est sans voix, si c'est difficile, difficile. Oui, parce qu'on découvre finalement quand on tire le fil, et ça va tout à fait dans le sens de ce que disait Philippe, on avait une seule version hier de la bouffée délirante, on se rend compte qu'il était dépressif, donc le questionnement derrière c'est est-ce qu'il a été suivi par des psychologues accompagnés. On se rend compte que ce qu'il décrit c'est des états de schizophrénie pure, vraiment la petite voix qui vous parle, c'est vraiment une description assez claire. Et puis là, je sais qu'Elisabeth n'est pas tout à fait d'accord, mais je trouve ça bien. Je sais qu'on n'aime plus les marches blanches, les minutes de silence. Je sais que ça ne sert à rien, peut-être, mais en tout cas, ça sert à une certaine communion dans le désarroi. Parce que moi, je pense vraiment aux élèves qui ont assisté à cette scène. Ah oui. Imaginez les élèves dans quel état ils sont d'avoir assisté à ce cauchemar. Donc, je pense que c'est une sorte d'exutoire, de catharsis collective qui sert. Elisabeth. C'est pas que, enfin, je pense pas que ce soit grave d'avoir organisé ça. Je dis simplement que j'en ai un peu assez, si vous voulez, parce que il y a rien de plus fugace que l'émotion, et l'émotion, ça n'agit pas. Or, il y a pas. D'abord, on a fait 7 minutes de silence dans toute la France, sans savoir vraiment quel était le message, puisqu'on ne sait pas exactement, on ne savait pas exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs, je dis juste par rapport à ce que, aux détails qu'on nous donne sur la maladie de ce jeune homme, mais je trouve que ça, ce que disait Philippe reste encore valable. C'est pas parce qu'on a entendu ces 10 phrases du procureur que nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas psychiatres, nous ne connaissons pas ce jeune homme. Et c'est pas parce qu'on l'a entendu ça que maintenant on a tout compris, si vous voulez. Donc là, je crois qu'il faut être d'une prudence extrême et que les mots ne suffisent pas à savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Je suis d'accord, absolument. Total Énergie annonce un nouveau geste sur les prix des carburants, Félix. Oui, le diesel et le samplon 95 seront plafonnés à 1,99 € cette année dans les 3400 stations totales du pays. Emmanuel Macron avait mis la pression en réclamant un petit geste mardi à Rungis. Pas de ristourne de 10 à 20 centimes, comme à l'automne, pour le groupe qui a engrangé 20,5 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière. Mais une barre symbolique de 2 € le litre qui ne devrait pas être atteinte, quelle que soit l'évolution des cours cette année. L'annonce est loin de convaincre tout le monde. Le député LFI Thomas Porte, par exemple, se montre dubitatif ce matin sur Sud Radio. C'est indécent. Enfin, Total nous refait, il nous avait fait le coup de la ristourne à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, ils nous font le coup du plafonnement à 1,99, sachant que les prix ne sont pas à 1,99 le litre sur les stations. J'étais hier dans ma circonscription et je regardais justement les prix à la pompe. Ils étaient plutôt autour d'un 70, 1,80. Quand on parle de Total, il faut remettre les éléments dans leur contexte. C'est une entreprise qui a fait 20 milliards de bénéfices en 2022, 15 en 2021, qui a accumulé des sommes astronomiques. Et c'est une opération de communication qui vise à évacuer plusieurs questions. Celle de la taxation des super-profits et celle du blocage des prix. Thomas Porte, député insoumis de Seine-Saint-Denis, interrogé par Benjamin Glaise ce matin dans le petit déjeuner politique de Sud Radio. Je n'aime pas, on en a déjà parlé, un pouvoir qui commande des petits gestes comme ça. On fait une politique, elle est possible ou non, mais qu'est-ce que ça veut dire au fil des jours de réclamer des petits gestes, comme si il y avait une sorte de condescendance démocratique de la part de ceux qui peuvent le faire à l'égard d'un pouvoir qui n'est pas fichu de mettre en place une politique si elle est possible, j'insiste. Surtout que le président avait entre guillemets cette injonction et le patron de Total avait dit entreprise privée on fait ce qu'on veut, mais finalement il le fait quand même. Ouais, mais il fait rien du tout. Il faut écouter Thomas Porte. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas LFI, je pense qu'il y a un son de cloche qui est pareil chez nombreux députés de droite. Objectivement, vous acceptez, vous dépassez pas une barre alors qu'elle est très loin d'être atteinte à 1,70 €. C'est de la communication pure. Moi, je suis sidéré. Vous savez, je redis qu'il faudrait, d'une certaine manière, peut-être souffler ça, que les patrons du CAC 40, des boîtes extrêmement florissantes, fassent eux-mêmes le geste et disent, voilà, on va faire une conférence, une sorte de Yalta du pouvoir d'achat, et on va décider tous ensemble, sans être contraints par l'État, que nous partagions un peu cette année. Parce que l'image, là, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais l'image du grand patronat se dégrade avec ce type
type de déclaration. C'est tout à fait dégradant dans le mépris du petit geste et dans le foutage de figure quand même que ça représente. Sachant juste un point que la marge en tout cas, est de 1 centime par litre, hein, ce qui est pas. Je suis d'accord, mais l'État. Non, mais je tiens, c'est important de le dire. Mais il y a beaucoup de litres. Mais l'État pourrait. Il y a quand même beaucoup de litres. Ça fait beaucoup de centimes. Et puis ça fait beaucoup. Et puis ça fait beaucoup de taxes de l'État. Si l'État veut vraiment un jour, il enlève ses taxes. Non, mais cela dit, moi je voudrais revenir sur cette affaire de CAC 40 parce que je trouve que ce sont des diables assez faciles. Mais par ailleurs, votre idée du Yalta, etc., ça marchait très bien dans le capitalisme que nous aimions quand il y avait des frontières, quand nous n'étions pas dans la mondialisation et quand toutes ces boîtes, si vous voulez, il y avait un lien entre leurs consommateurs, leurs dirigeants, leur actionnariat, si vous voulez, qu'il y avait un lien à un pays. Aujourd'hui, si vous voulez, ces boîtes sont françaises historiquement. Pour une part, elles ont beaucoup, on leur recherche encore en France. C'est pas le cas de toutes. Danone, c'est une vraie boîte française. Oui, d'accord. Mais il y a Hermès, quand même énormément. Bon, mais d'accord, Hermès, c'est tout à fait à part. Sinon, une grande partie de ces boîtes. Allez-y. Cécile me montre la. Non, vas-y, finis. Donc une grande partie de ces boîtes font quand même une très grande partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger, ce qui complique ce que vous dites. Ça serait pas mal un Yalta un Yalta mondial. La relancez pas. Non mais écoutez, la droite et la gauche essaient de s'entendre pour trouver des solutions. Vous êtes indignes. Mais nous, on préfère que vous vous disputiez. Des soupçons d'ingérence éditoriale. Non, surtout pas. D'éditorial à l'antenne, la chaîne BFM TV annonce aujourd'hui de porter plainte contre X et licencier l'un de ses journalistes, Félix Mathieu. Licenciement de Rachid Mbarki, journaliste qui présentait les journaux de la nuit sur la chaîne d'information, en cause des brèves, des séquences à l'antenne au cours desquelles il aurait délivré des informations orientées, pilotées par une officine extérieure. Depuis ça, les Forbidden Stories révélées par Le Monde et Radio France mettent en cause une officine israélienne de désinformation qui agirait notamment en achetant des journalistes du monde entier. Alors parmi les séquences problématiques, par exemple, cette brève lue par le journaliste à l'antenne à propos du Sahara occidental, une région que se disputent le Maroc et l'Algérie. Un forum économique accueille des investisseurs espagnols dans la ville de Dakhla, au sud du Maroc. 250 acteurs économiques et financiers espagnols sont réunis jusqu'à ce mercredi pour investir dans de nombreux domaines comme l'industrie, les technologies ou encore le tourisme. Un forum rendu possible par le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays depuis la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain. Séquence ici repérée par arrêt sur image. En 2021 et 2022, d'autres brèves problématiques ont été identifiées sur des sujets comme certains oligarques russes ou bien sur le Qatar. Licencié aujourd'hui, Rachid Mbarki avait admis avoir utilisé des infos qui lui venaient d'informateurs et qui n'avaient pas forcément, je cite, suivi le cursus habituel de la rédaction. BFM TV le licencie, porte plainte contre X pour corruption passive et abus de confiance. Compliqué, hein. J'ai bien connu dans une autre vie Rachid Mbarki. Il a eu une déstabilisation familiale, conjugale, et je pense que ça n'a pas été sans incidence sur ses transgressions qu'il admet d'ailleurs. Donc, elle les a admises. Oui. D'accord. Enfin bon, moi je connais pas cette affaire et c'est bien terrible. Mais ce qui est marrant, si vous voulez, c'est qu'il y a aussi beaucoup de journalistes qui dispensent des informations. Je parle pas des journalistes d'opinion qui font de l'opinion, mais des journalistes qui dispensent de l'information orientée à l'œil. Je veux dire, sans être payé par qui. Décidément, c'est vraiment Yalta aujourd'hui, parce que c'est ce que j'allais dire. D'abord, j'apprécie beaucoup Rachid Mbarki. Je trouve que c'est une icône. Hein. C'était un repère de BFM. Une figure de la nuit. Vraiment une vraie figure avec un ton vraiment, etc. Il a reconnu qu'il avait eu des infos, mais il a surtout dit qu'il n'avait jamais été payé. Ce qu'on apprend dans l'excellent travail de la cellule d'investigation de Radio France, notamment avec le très bon boulot de Frédéric Mettezo, c'est que l'officine israélienne va jusqu'à payer 3 000 € pour des passages et des diffusions. Donc lui, il n'a pas touché d'argent. Et par ailleurs, je vous le dis, on n'a pas besoin. Vous savez, quand vous allez, quand vous récupérez des éléments de langage de Pierre, Paul ou Jacques et que vous les recrachez à l'antenne sans aucun filtre, mais avec, comment dirais-je, la validation de votre carte de presse et de votre statut de journaliste politique, c'est pas mieux. Merci beaucoup Françoise. En tout cas, vous nous dites, si vous avez envie de réagir au 0826 300 300, vous êtes forcément les bienvenus. Dans un instant, le grand débat du jour. La santé mentale des
des jeunes est-elle en danger? C'est une question qu'on vous pose. Vous dites oui à 83%. Si vous voulez en parler, bien sûr, on vous attend au standard dans quelques instants. On reviendra sur ce drame survenu hier dans un lycée à Saint-Jean-de-Luz. Restez avec nous. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Françoise Degois est avec nous, Elisabeth Lévy est avec nous, Philippe Bilger est avec nous. Vous pouvez débattre avec eux 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h pour parler de cette actualité. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un terrible drame à Saint-Jean-de-Luz. Une professeure a été poignardée à mort par un élève en plein cours. Elle est décédée. L'enseignante a été touchée d'un coup de couteau au thorax. L'élève à l'origine du coup mortel a 16 ans et dit avoir entendu des voix lui demandant de passer à l'acte. La santé mentale d'une façon générale, les addictions d'une façon générale sont des sujets de préoccupation importants aujourd'hui, mais pas qu'en France. Un jeune sur 5 souffrirait de troubles de la dépression, 21% pour être plus exact. Les suites de la crise sanitaire ont eu un impact, et en particulier sur la santé mentale des jeunes. La question du jour, la santé mentale des jeunes est-elle en danger? Sur notre compte Twitter, pour ceux qui votent, c'est oui à 83% après le drame survenu dans ce lycée à Saint-Jean-de-Luz. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place dans l'établissement. Le profil du lycéen a été décrit comme fragile psychologiquement par la police, Philippe. Oui, sa garde à vue a d'ailleurs été prolongée. Le procureur de Bayonne affirme cependant que l'adolescent n'était pas connu des services de police et des services de justice. Et on a beaucoup parlé de la santé mentale des jeunes, notamment mise à mal par les confinements et par tout ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières années. Vous êtes témoin, vous avez des jeunes qui ont souffert et qui souffrent encore de tout ce qu'on a vécu depuis des mois. Venez témoigner, Aude attend vos appels et les vraies voix échangeront avec vous au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Stéphane Amar, est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, docteur en psychopathologie et psychanalyse. Philippe Bilger, la santé mentale des jeunes, c'est un sujet dont on parle depuis très très longtemps et surtout depuis le confinement. Absolument. Alors, comment dire en quelques mots, d'abord, je trouve qu'on se sert trop de cette tragédie criminelle pour remettre en cause l'éducation nationale, les règles de l'autorité et, je dirais, les dysfonctionnements structurels de l'éducation nationale, de mon point de vue en tout cas. Alors que là, il s'agit d'une tragédie personnelle subjective liée à des troubles, paraît-il, psychologiques avérés et qui montre qu'un jeune homme de 16 ans a commis un assassinat. Je ne veux pas dire que c'est inutile, mais j'ai très peur qu'à force, devant chaque défi criminel, de nous proposer une solution qui relève de la psychiatrisation collective. On parle de la drogue maintenant dans toutes les écoles. On va parler de la psychologie pour tous les élèves. Ça va devenir hallucinant et parfaitement inutile parce que j'ose espérer que même dans l'éducation nationale d'aujourd'hui, qui n'est pas partout une rééducation nationale, eh bien, il y a des subjectivités parfois fragiles, perturbées, mais qu'heureusement, le commun des élèves ne l'est pas malgré le confinement. Elisabeth Lévy. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a aussi chez beaucoup de parents une tendance à psychiatriser très vite tout problème. C'est-à-dire, dès qu'un enfant est un peu trop turbulent ou un ado un peu... Parce que, bon, que les ados soient de mauvais poil, c'est presque, comment dire, c'est presque compris dans le tarif. Ce serait une anomalie que ce ne soit pas l'inverse. Voilà, que ce soit l'inverse, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je trouve qu'on a un peu trop tendance à victimiser ces pauvres jeunes sur cette affaire de Covid. On dirait qu'on les a envoyés dans les tranchées. Si vous voulez, que je ne sais pas je sais que c'était dur pour tout le monde d'abord, je trouve, et je pense qu'on a fait des bêtises d'ailleurs, y compris les empêcher de faire du sport et toutes ces choses-là. Je pense que s'il y a un véritable problème dont tout le monde, tous les adultes, tous les parents, tous les éducateurs devraient s'emparer, ce sont les écrans. Les écrans dont on nous dit, dont il y a beaucoup d'études qui nous montrent les effets délétères sur la capacité d'apprentissage, sur la capacité
de concentration. Et cela dit, juste pour terminer, quand on nous dit est-ce que la santé mentale des jeunes est en danger, je dirais que la santé mentale de tout le monde est en danger. On est tous un peu dingues. Françoise Degois. Moi d'abord, je pense, ouais. Après, on est le sommet de tout, on est l'addition de toutes nos folies et ça donne un être humain. Je vois ce jeune homme, on apprend tous les jours, minute par minute, qu'est-ce qui lui est arrivé avant. Ouais. Je ne sais pas s'il a été suivi, je ne sais pas, quand on apprend qu'il fait une tentative de suicide, est-ce qu'il y a une alerte qui est donnée, est-ce que les parents, comment est-ce qu'ils gèrent ça, c'est un vrai sujet, c'est là qu'on va voir la connexion entre l'adolescent et l'école. Est-ce qu'on devrait le savoir d'ailleurs ? Oui, moi je pense que c'est très important, il y a une femme qui est morte. Il n'y a pas de secret médical, je pense également à la douleur et au traumatisme de ses camarades de classe. Imaginez tous ces élèves qui ont vu dans cette espèce de calme effrayant, le calme, le silence, ce jeune homme, ce môme, fermer la porte et poignarder dans le thorax. C'est une scène, on ne peut pas vivre avec ça. Enfin, toute leur vie, ils vont toute leur vie vivre avec cette scène. Troisième point, moi je crois que oui, contrairement à Elisabeth, mais je sais bien pourquoi vous dites ça, je comprends très bien, il n'y a rien d'excessif. Moi je crois au contraire que oui, les adolescents ont souffert du Covid, les chiffres sont là, ils sont implacables, il y a une augmentation des tentatives de suicide, des suicides même, et parce que je crois que c'est pas tant ce qu'on leur a empêché de faire, c'est le climat dans lequel on a baigné pendant 2 ans. Imaginez, nous déjà, on était dans la parano les premiers mois à cause de ce virus, maintenant avec le recul on se dit mais non pas du tout, mais bien sûr que si, on allait travailler un peu la peur au ventre tous les jours, et il y avait il y avait quelque chose de mortifère dans le climat général et mondial qui a probablement cassé des assurances dans l'avenir qui est en train de se construire. Donc oui, moi je crois que les ados et les jeunes et les enfants vont plus mal depuis le Covid. J'ai pas dit Stéphane Amar. On a précision juste après. C'est vraiment lui qui nous intéresse. C'est vrai que nous on s'en fout. C'est pour lui poser une question. Alors Stéphane Amar, pour essayer de regrouper un peu tout ça, est-ce que la santé mentale des jeunes se dégrade aujourd'hui en France ? Ou en tout cas, est dégradée ? Oui, indéniablement. Indéniablement, elle s'est dégradée. Alors pas tant, encore une fois, j'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises à cette époque post-Covid, et c'est vraiment à partir du post-Covid et non pas du Covid au sens du confinement, j'entends. C'est-à-dire le déconfinement. Donc manifestement, il y a eu une vraie fragilisation de cette population, peut-être un peu plus que d'autres, mais dans une tranche d'âge extrêmement large, c'est-à-dire beaucoup plus jeune que l'adolescent en tant que tel, classiquement parlant en tout cas, et même plus tard aussi. Donc oui, il y a eu cet effet-là. Alors de là à rapprocher cet événement qui nous occupe là ces derniers temps de ce phénomène, je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire évidemment. Mais c'est sûr qu'on a un certain nombre de faits divers. C'est toujours un euphémisme de dire faits divers quand on voit la gravité de ces derniers faits auxquels on a assisté. D'une certaine manière, parce qu'on nous fait assister presque aujourd'hui, c'est presque la nouveauté aussi. Donc en effet, il y a quand même des passages à l'acte complètement fous. Alors, on a eu quand vous dites des passages à l'acte, c'est quoi ? Hétéro-agressif, enfin, c'est tous ces derniers temps. Oui. On a énormément de choses. Et puis, donc, c'est un aspect des choses. Il y a eu toute une, comme vous le disiez, toute une avalanche qui n'est toujours pas terminée de passages à l'acte auto-agressifs, c'est-à-dire des tentatives de suicide, des suicides, etc. Donc on peut imaginer qu'il y a eu un effet de désinhibition, en tout cas, c'est-à-dire des jeunes qui se trouvent beaucoup moins contenus dans leur pulsion, dans leur détresse, et qui les font passer à l'acte. Les passages à l'acte sont évidemment bien plus nombreux et à moindre effet au quotidien. Il y a énormément de passages à l'acte. Quand on regarde bien toutes les histoires de harcèlement scolaire, etc., ça passe tranquillement à la trappe, mais ça fait énormément de dégâts qui sont absolument pas... Oui, mais bien sûr. En tout cas, on va dire que c'est concomitant, tout ça. Il y a une espèce d'effervescence, là, comme ça, très très nette, qu'il faut mettre évidemment en regard
d'une dégringolade des moyens pour prendre en charge ces souffrances. Oui, c'est ça. Philippe Bilger. À partir dans le micro. Oh, pardon. Ouais. Mais évidemment, j'aime regarder selon des règles mais les auditeurs aiment vous habituelles. À partir du moment où on n'a pas toujours des signes et des alertes antérieures et que un adolescent commet le pire, vous seriez partisan de cette sorte d'examen psychologique général pour une classe où vous y verriez quelque chose qui relèverait d'un danger presque de psychiatrisation. Vous voulez dire une prévention qui consisterait à évaluer tous les... déjà, ce ne serait pas réalisable. Et puis, ça serait un peu fou, en effet. J'ai cru comprendre que c'était dans la question de pardon. Non, je pense qu'on ne peut absolument pas tomber dans ce travers-là. C'est une évidence. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on sait qu'on a des jeunes qui sont beaucoup plus propices, et pas seulement les jeunes d'ailleurs, comme disait Mme Lévy, il n'y a pas que les jeunes qui sont beaucoup plus propices aujourd'hui à passer à l'acte. Donc on est dans une société beaucoup plus sensible, beaucoup plus dangereuse d'une certaine manière. Donc je crois que la seule prévention, c'est de le savoir déjà. Est-ce que les écrans, ça joue ? Les écrans, c'est toujours un peu un sujet polémique, ça, parce que qu'est-ce qu'on entend par écran ? Ce qu'on regarde par les écrans, si on joue au Scrabble ou si on fait des jeux hyper violents, qu'est-ce qu'on entend par écran ? Je suis pas sûr que les jeux soient plus délétères que les réseaux sociaux. Non, mais par exemple, beaucoup des réseaux sociaux, et surtout du fait d'être tout le temps happé par quelque chose, par un flux, par... avant... Indéniablement, ça a créé un effet de désocialisation, au sens où les jeunes, beaucoup de jeunes se sont retrouvés repliés sur eux-mêmes. Mais je pense qu'on ne peut pas attribuer comme un simple effet de cause à effet, ce phénomène-là. Allez, on va au standard. 0826. Mais en effet, ça joue. 300. Romina est avec nous. Romina, vous vouliez réagir ? Oui, moi j'écoute également ce que dit Stéphane Amar, je rejoins tout à fait. Moi en tant qu'infirmière, je le ressens aussi, je vais dans les familles. Et c'est vrai qu'il y a un changement, mais il y a un changement aussi, je pense, parce qu'il y a un bouleversement de la société. On parle aujourd'hui de bien des sujets. On parle aujourd'hui, les femmes, il y a quand même une émancipation, il y a aussi un bouleversement des rôles à la maison. On parle plus librement de plein de sujets, tels que l'homosexualité. Finalement, il y a une ouverture sur plein de sujets qui ont permis de faire émerger tout un tas de choses. Mais le problème, c'est qu'on individualise moins. Donc, les gens se perdent dans tous ces sujets. Et ça va très vite. Ça va très, très vite. Et je pense qu'on perd les jeunes aussi. Stéphane, est-ce que finalement, souvent, il y a ce mot revienne de dire que les enfants ne parlent plus à leurs parents, les parents ne parlent plus à leurs enfants. Est-ce qu'il n'y a pas, une conversation qui est cassée ? Là aussi, je pense que c'est un peu un raccourci. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup parlé auparavant. En tout cas, beaucoup de patients adultes, me parlent justement d'une non-communication avec leurs parents. En revanche, c'est le mode de communication qui a changé. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'il y a, en effet, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, des positions qui changent. Des positions symboliques qui changent. Et ça, c'est un vrai problème. Qui crée, en effet, potentiellement de l'angoisse, qui crée de Pourquoi ? la Parce qu'on n'est pas capable de l'expliquer ? Je ne sais pas, mais si vous voulez, on est dans un monde qui va très vite. Les repères masculins, féminins, les repères adultes, enfants, les repères donc dans le temps, dans l'espace, dans les genres, et finalement tous nos repères, j'ai envie de dire anthropologiques, sont en train de se perturber à vue d'œil. Et pour des jeunes en particulier, puisqu'il s'agit d'eux aujourd'hui, il y a de quoi être sacrément perdu. Donc évidemment, la communication serait idéale à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'elle ferait tout, mais enfin, en tout cas, elle aiderait beaucoup. Oui. Elisabeth Lévy, Françoise de Gaulle. Je voudrais poser une question d'abord. Notre ami, c'est hyper important. Dans le cas, parce que ça serait bien qu'on revienne à notre sujet, dans le cas de ce jeune homme là, ce que vous envoyez, je vous demande pas de faire une psychanalyse sauvage parce que c'est pas le sujet, mais est-ce que là, s'il y avait eu plus de moyens psychologiques entre guillemets à l'école, est-ce que un jeune homme comme ça, quand même, qui fait une tentative de suicide, parce que c'est ce qu'on apprend là par le procureur de la République. Voilà, tu as raison, exactement. Qui est sous antidépresseur. Est-ce que là, il n'y a pas des signaux d'alerte qui sont passés à travers la raquette? C'est fort possible, en effet. Là, en revanche, en effet, si on
on n'en est pas à devoir évaluer tous les élèves d'une école, d'un lycée. Ça serait quand même intéressant, en effet, déjà que les jeunes soient pris en charge comme il se doit, et en effet qu'il y ait potentiellement un lien avec les lieux qu'ils fréquentent, notamment l'école. Elisabeth Lévy. Moi, ce qu'on voit souvent, notamment dans des faits, dans la chronique judiciaire, si vous voulez, c'est des adolescents qui ont une intolérance totale à la frustration. Et qui me semble, c'est-à-dire, alors évidemment ça fait vieux con de dire ça, si vous voulez, il me semble que dans nos générations, dans mon collège, dans mon lycée, quand on nous disait il faut pas faire ça, ça pouvait nous énerver, mais ça ne nous mettait pas dans une rage où on pouvait se mettre à frapper, etc. Donc est-ce que vous le constatez? Et deuxième question, je vous la pose en même temps, moi je suis désolé, je suis choqué de voir le dossier médical de ce jeune homme déballé en place publique. Est-ce que le secret médical n'a plus cours dans notre pays? Est-ce que c'est normal? Stéphane Amar. La deuxième question d'abord, je pense que là, pour le coup, on vit dans une époque de transparence, donc tout est déballé, et en effet, si on commet un acte répréhensible, là, faut plus attendre, en tout cas, à partir du moment où on devient médiatisé, d'ailleurs, quelle que soit la raison, il faut plus attendre à ce que ça soit sous le secret. Là, en l'occurrence, je suis pas sûr que le secret tienne, puisque de toute façon, dans toutes les histoires où il y a un suspect avéré, à un moment ou à un autre, on va avoir son CV, son CV. Oui, mais il y aura. Oui, mais enfin, quoi qu'il en soit, ça répond à un besoin de comprendre, à un besoin de calmer l'angoisse aussi des gens, parce que comprendre, c'est aussi une façon de canaliser l'angoisse. Pour ce qui est, même si c'est discutable en effet, mais après pour ce qui est de l'intolérance à la frustration, oui, bien sûr, on est dans une époque où c'est très difficile pour chacun d'ailleurs d'être frustré, de plus en plus. Moi, j'observe évidemment ça dès le plus jeune âge, avec des parents qui ont parfois énormément de mal à apprendre à un enfant à supporter la frustration. Moi, je pense que la question vient déjà à ce niveau-là, parce que c'est pas d'hier, évidemment. Hein, les jeunes qui ont du mal à être frustrés aujourd'hui ont été 14, des enfants. 15, 20 ans, oui. Hein, et donc ça, c'est encore une autre histoire. Je veux pas revenir sur une mauvaise lecture de Dolto, mais enfin, on en est quand même dans des choses comme ça, en tout cas, c'est-à-dire l'enfant roi à qui il faut non seulement qu'il faut écouter, mais qu'il faut écouter dans un mauvais sens du terme, c'est-à-dire à qui il faut donner raison. Vous énervez la reine Françoise. Oui, parce que elle a été une enfant reine. Non, pas du tout. Moi, j'ai été élevé à la dure, comme les gens de ma génération. Là, j'ai eu beaucoup de mal à entendre ce discours sur avant, c'était pas comme ça et ça se dégrade parce que finalement les repères changent. C'est un peu étrange Est-ce que rien ne se dégrade pour toi? Non, moi je pense que on est dans une. Non, et moi je relis Michel Serres, qui est exceptionnel, qui a fait un bouquin extraordinaire qui s'appelle Poussette, qui explique que vous avez lu, qui explique, qui est magnifique parce que la poussette, les doigts qu'on utilise, qui explique que cette génération-là, Z, elle est en train de vivre un changement aussi radical que lorsque nous sommes passés de l'Antiquité au Moyen-Âge. Et qu'en réalité, je pense que le changement est brutal, mais qu'il n'est pas forcément négatif. Vous comprenez ce que je veux dire? Françoise en 10 secondes. Non, mais Petite Poussette, c'est le livre du rabbi de la crèche qui, lui, a été formé à écouter, pardon, je termine. Et c'est le livre du rabbi de la crèche qui a été formé, lui, dans les grandes universités, qui connaît toutes les œuvres de la littérature mondiale et qui s'extasie parce que les gamins sont là sur leur téléphone. Tu peux pas faire ça. Michel Serres est exceptionnel, arrête. Ah non, je ne trouve pas du tout exceptionnel. Le mot de la fin, Stéphane Amar. Non, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez raison, on est dans une époque où tout change très très vite. C'est pas forcément négatif, c'est ce que je veux dire. Non, bien entendu, mais là, ça n'est pas forcément négatif quand on est après le changement, mais pendant le changement, ça crée des turbulences en termes de repères, en tout cas. Et c'est bien le problème aujourd'hui. Et c'est pas forcément positif. Merci. Très positif, mon ami. Bien sûr, un monde où s'il vous plaît. Plus d'hommes et de femmes, c'est génial. Françoise, Elisabeth, ça dépend de la façon dont c'est digéré, c'est comme tout. Allez, merci beaucoup Stéphane Amar d'avoir été avec nous. Psychologue et docteur en psychopathologie et psychanalyse. Voilà, vous restez avec nous. Attention s'il vous plaît, dans un instant le quiz de l'actu. Donc elles vont pouvoir se détendre un petit peu, vous aussi. 0826 300 300 avec Romina qui va jouer contre l'un d'entre vous. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Pour l'instant, tout va bien entre Françoise de Gois et Elisabeth Lévy. Écoutez, arrêtez. Pour l'instant, le baromètre. S'annule, les dragons s'annulent, parce que si on commence à se combattre, si on carchérise tout le studio. Non, mais en revanche, on pourrait peut-être dominer le monde à deux. Mais c'est déjà le cas. Mais c'est déjà le cas, mais le monde ne le sait pas encore. C'est ça, Vous le nous problème. donnez quel poste à Cécile, Ah, mais Philippe et vous- moi? Alors, vous, nous, déjà, on c'est les, admire. non, vous, c'est les barbaresques, déjà d'office. Oh, mais non. On sauvera Cécile, car je pourrais dire qu'elle a caché des gauchistes pendant la guerre. Donc, je la sauverai. Elle, je la sauverai. Je sauverai Bilger pour l'élégance de Il sera l'esprit. notre ministre de la Culture. Oui, non, Mondial. oui, non, mais non, Mais garde moi, des Sceaux. j'adore vous voir le jeudi soir. Hein, Oui, bien parce sûr, que bien sûr. vous ne vous annulez pas, vous vous cumulez. Non, Ah bah, Et c'est- ça dépend. comme les Ça dépend Knights. des fois. Mais comme elle s'engueule, ça s'appelle le cumul des mandales. Ouais, mais- Oh, elle est bien. Oh, là, elle est pas mal. Elle est bien. Non, non, Ah, elle est non, bien. ça, non, Cécile, jamais. Cécile, vous êtes Jamais. beaucoup trop Ouais. sévère. ça va être- Jamais, elle est pas mal. Et vous savez que plus vous parlez, moins on a de quiz. Vous savez ça? Allez, le quiz de l'actu. Allez, le quiz. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Romina est avec nous. Romina, Oui. salut. Romina, vous avez donc choisi qui sera votre adversaire ce soir? Mhm. Ce sera Elisabeth Lévy. Ah. Évidemment. Merci écrasé. Romina, bien que je me demande si vous m'avez choisi parce que je suis la plus nulle à ce quiz. Non. Je suis ravie, Romina, de jouer contre vous. Voilà. Alors, on commence par tout de Non, suite. Ça veut dire On y que va. Romina, on est avec vous. Françoise, on y va direct avec une question. Qui qu'a dit? En qui n'a dit Qui qu'a dit? Vladimir Poutine se conduit comme un nazi en Ukraine. Biden Non. Anthony Blinken Non. Bernard-Henri Lévy. Oui, bonne réponse d'Elisabeth Lévy. Ah, elle gagne. Ah. Bernard-Henri Lévy. Romina, Bravo. vous l'aviez ou pas du tout? Non. C'est vrai que je l'avais vu, je l'avais entendu J'avais sur pas la vu. 2, mais bon, Bon, allez, la 2 prochaine. à 0. Question médecine. Bah, vous êtes infirmière. Hein. Quelle substance, pilier de la contre-culture hippie, pourrait devenir un nouveau traitement de la dépression? Le cannabis Non. Non. Le LSD Non. L'héroïne hashish Non. L'héroïne La cocaïne Non. La cocaïne Non. La La contre-culture culture hippie, Oui. le LSD, c'est pas Non. le LSD. Je Les dis, mais c'est champignons pas- hallucinogènes. Elisabeth Lévy en pleine forme. Qu'est-ce qu'elle a dit Le champignon hallucinogène. La psilocybine. Bien Merde. sûr. C'est ça. 4 à 0. Oh là là, elle est en train de nous enfoncer. Ouais, là. attention, c'est une question Europe. Après le discours de Poutine, contre quelle mesure d'Ursula von der Leyen, 13 pays de l'Union européenne se sont-ils révoltés? Quelle mesure? J'ai pas compris ta question en fait. Après le discours de Poutine, contre quelle mesure d'Ursula von der Leyen, 13 pays de l'Union Ah, mais européenne je- se sont-ils... Les sanctions contre les La oligarques, graduation. les sanctions contre... Oui, les sanctions C'est- contre Ouais. la Russie, Un contre peu le plus gaz. précis. Contre, oui... Le les sanctions. gel. Le gel. Des avoirs. Voilà, bonne réponse de Françoise de Gois. On doit Le- tirer les verres du Très dur, nez. hein, hein. franchement, non, Oh, mais elle a dit les sanctions... spontanément. Oh, Tout n'est pas perdu. alors là, vraiment, 4 à 2. il n'y a que la mauvaise foi qui sauve. Et, hein. et on n'a pas du tout tiré les verres du nez sur les champignons hallucinogènes. Tu mériterais pas tes 2 points. Là. Bon, elle les a mérités. Ah Allez, non, tiens, c'est une ça, autre moi aussi. question musée. Ah, Quelle statue de cire vient d'être retirée au musée Grévin? mais Poutine. Non. Voyons. Quel est le monstre actuel? Palmade. Oui. Mais en fait, il y en a 3. Mais en fait, Ils en c'est doivent les tirer 3. Mais là, lundi, effectivement, ils ont retiré Pierre Palmade, mais ils avaient retiré la semaine Poutine. d'avant Vladimir Poutine Oui. et Donald Trump. Ah bah tu vois, on s'est Oui. trompé. J'étais Bon, resté sur Poutine. c'est qui a dit Palmade? Bah, c'est Mais pourquoi? Parce Elisabeth. que- Alors, C'est un point Elisabeth. chacune, Ouais, parce oui, qu'ils ont tiré, ouais, d'accord? alors, ça Allez, fait 5 à 5-3. 3. Attends, on peut Ça encore va, gagner. Romina Oui, Romina, ça très va bien. Voilà. Ils vont Allez. enlever tous les méchants du musée Grévin. Ouais, c'est bizarre, ça. C'est un musée de Attention. c'est un musée de la bonne conduite. C'est ça. Question. Quel grand groupe devrait reverser 2 milliards à ses salariés? Eh ben, Total. Hermès, Non. Pfizer. Non. Ferrari, Non. LVMH, Non. Ford, Non. Stellantis. Oui, bonne réponse de Françoise de Gois. Et nous revenons dans la dernière ligne droite de 5-5. nos chances. 5 à 0. Alors là, c'est décisif. Ouais, ouais, Il y ouais. a encore 2 questions si on a le temps. Allez, Alors attention, Attends, cinq partout, peut-être Romina. dernière question. Question cinéma.
Quel film a attiré 8 spectateurs dans les 2 salles parisiennes pendant qu'il était projeté hier à 14h? Fabelman, non? Non, c'est pas possible. Oui, oui, bonne réponse de Romina. Qu'est-ce qu'elle a dit? Slava Ukraini, le film de BHL. Seulement 8 spectateurs. 8 Oui, en spectateurs. 2 salles. En 2 salles. On est les champions. Ça fait, elle peut revenir 7 à 5, mais il reste une question, Cécile. Bah, peux revenir, Zaza. allez, Bravo Romina pour Slava. Je vous en veux, mais quand même bravo, c'était bien vu. Allez, une dernière question. Allez, la question anglaise. Une lettre postée en 1916 a été distribuée en Angleterre il y a quelques jours. Quelle était sa particularité? Elle était écrite, il y avait un timbre particulier? On vous fait 3 propositions. Oui. Allez-y. Allez, elle était signée de la main de Winston Churchill. Oui. Non. C'était l'annonce de décès d'un soldat à la bataille de la Somme, où elle n'avait aucune particularité. Elle a juste mis 105 ans pour faire une distance record de... La Croix. En même temps. Elisabeth, non, en même temps. Non, Tu étais en T'en veux un centième de seconde. Mais pourquoi il est qu'avec elle? Mais c'est dégueulasse. Mais Elisabeth, on est avec Romina. Je pense que vous l'avez dit en même temps. Vous l'avez dit en même temps. Si on veut être logique, je pense que vous l'avez dit en même temps. c'est Ça vrai. fait quoi? Bah, ça fait égalité. 5 Ouais, partout. bon, Allez. l'égalité, Bravo. Romina, bravo. Non, mais on va mettre un petit point à Romina par solidarité pyrénéenne. Voilà, c'est ça. Allez, vous restez avec nous parce qu'on est en train de prendre du retard. Bravo, Romina. Vous restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David sur une décision controversée de la Cour de cassation. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. On verra un petit peu tout ce qui se dit sur nos réseaux sociaux. Et puis, on reparlera des tours de table de Philippe Bilger, de Françoise Degois, d'Elisabeth Lévy. Vous savez qu'ils ont des sujets qui comptent, de l'actu dont ils veulent parler. Ils sont les bienvenus. Ce sera dans quelques minutes. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Attention, turbulence prévue vis-à-vis de Françoise Degois, Elisabeth Lévy et Philippe Bilger. On est ravis de les retrouver. Fanfan et Babette. Oui, Fanfan et Babette. Fanfan et Zaza. Zaza, terrible. Et moi, j'attache Je pensais que c'était Philippe Bilger, Zaza, parce que Fanfan, Babette et Zaza, je me suis dit, bah, non, en fait, c'est pas ça du tout. En tout cas, 0826 300, merci d'être avec nous. Dans quelques minutes, le coup de projecteur, on va revenir sur cette question, la question de l'accompagnement des élèves qui souffrent de troubles psychologiques dans les établissements. Cette question, faut-il imposer un bilan psychologique à tous les élèves? Pour l'instant, vous êtes plutôt à répondre par la négative. On fera le tour de l'actu avec les vraies voix, bien entendu. Et puis, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de sujets qui montent. Aujourd'hui, on fera un point. En attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe David, ce coup de gueule sur une décision controversée de la Cour de cassation. Oui, on a tous connu des salariés déboutés au prud'homme alors qu'ils avaient beaucoup de choses à reprocher à leur patron et des patrons condamnés à de lourdes sommes par des salariés qui avaient plus que tiré sur la ficelle. Là, on touche au sublime, puisque la RATP a été condamnée par la Cour d'appel, appel validé par la Cour de cassation, pour avoir licencié un salarié, on va dire, au comportement un peu surprenant. Pourquoi avait-il été licencié? Parce qu'il avait cumulé 180 jours d'arrêt maladie entre 2015 et 2017 pour des blessures au coude, au bras et au poignet. Des blessures si sérieuses que l'intéressé ne pouvait pas travailler, mais avait pu participer à 14 compétitions de badminton. Voyant cela, oui, la régie avait décidé de licencier l'intéressé qui a attaqué au prud'homme. Suite à la décision de la Cour de cassation, il va toucher 7 645 € à titre d'indemnité de préavis, 764 € de congés payés afférents, 8 313 € d'indemnité légale de licenciement et 22 000 € de dommages et intérêts pour révocation, accrochez-vous bien, sans cause réelle et sérieuse, pour un total de 38 722 €. Bref, on peut être payé par la solidarité nationale et jouer au badminton tout en ne pouvant pas travailler. Bonne pioche pour l'intéressé. Comprenne qui pourra. Ouais. Je suis sûr qu'il y a autre chose, Philippe. C'est pas possible autrement, mais non. Mais c'est intéressant. C'est repris toute par la manière. Dépêche du Midi, qui n'est pas un journal fondamentalement à droite, par exemple, par plein d'autres médias. Non, mais ils font vite, parfois en reprenant les arrêts de la Cour de cassation. Et donc, mais de toute manière, ce serait pas impossible, parfois, dans le délire judiciaire. Mais là, je n'y crois pas uniquement sur le badminton. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, je pose la question à notre cher Philippe, j'ai quand même le sentiment que parfois, il y a un juridisme tel qu'il peut justifier des choses complètement aberrantes. C'est vrai. Donc, et comme la Cour de cassation fait du droit en se fichant un peu quand même des histoires qu'il y a derrière,
Mais Si vous d'une voulez, certaine c'est- manière, moi, ça, comment vous dire? Alors là, je vais peut-être aller à contre-courant, mais je suis pas sûr que Philippe soit pas d'accord avec moi, mais j'y vais tranquillement. Je suis très heureuse que la Cour de cassation fasse du droit. Vraiment, du droit. C'est une matière, elle ne le doit droit, faire que ça. elle doit faire que ça. Comme la Cour suprême ne doit faire normalement que du droit aux États-Unis, je suis heureuse que la Cour de cassation ne fasse que du droit. Mais c'est encore, la Cour c'est autre chose. Ils font que de la politique non-stop. Ça devrait. Oui, non, mais là, on parle de la Cour de cassation, de la justice pure. Je suis très heureuse qu'elle ne fasse que du droit. C'est ce qui, le droit, c'est ce qui garantit en réalité, qu'il soit imparfait ou pas. De toute façon, c'est une matière vivante qui ne cesse d'évoluer. Qu'il soit imparfait ou pas, il est le garant de la démocratie. Voilà. Les pays, la civilisation a grandi avec le droit. Donc, je suis heureuse que la Cour de cassation ne fasse que du droit. Là, pour du droit, c'est un peu sinueux quand même. Bref, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Alors, ne faites pas Cécile, des jeux de mots comme ça, Françoise de Gouin ne peut pas les comprendre en moins de 30 secondes. Voilà, bien sûr. Vous savez que vous cherchez, vous êtes protégé encore par l'amitié que vous porte ma mère, mais ça va pas durer là. 18h12, je vais craquer. Allez, on y va. Félix Mathieu, top clic des internautes critiquent le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, pour les choix des mots utilisés lors de sa première réaction au meurtre du professeur hier, de la professeure. Oui, pour le choix d'un mot en particulier, immense émotion suite au décès d'une professeure au lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, avait écrit Pap Ndiaye en fin de matinée hier, environ 2 heures après les faits. Beaucoup lui reprochent d'avoir utilisé ce mot décès et non pas, par exemple, assassinat ou meurtre. Vous avez vraiment des soucis de vocabulaire, peut-on lire. Par exemple, la plupart des commentaires à ce premier hommage du ministre sont sur ce registre de la polémique sémantique. Rappelons tout de même que c'était la première réaction de Pap Ndiaye bien avant l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre avec préméditation. Oui, Philippe. C'est très intéressant parce que je ne crois même pas que de sa part ce soit une volonté de sous-estimer l'assassinat. Mais je crois que c'est un intellectuel qui a du mal avec ce que le mot juste peut avoir de brutal. Je suis persuadé qu'il sait que c'est un assassinat, mais il a du mal avec la crudité du langage. Mais est-ce que c'est pas une question de se dire que plutôt une question de timing et de rapidité. Françoise, je suis en train de parler, Elisabeth. J'étais en train de poser une question. Est-ce que ça veut dire qu'il attend que le mot soit caractérisé par le procureur, par exemple? Est-ce que c'est ça aussi, peut-être? Je crois qu'il est complètement contraint par son intellectualisme, parce que c'est un grand intellectuel, Pap Ndiaye. Donc on ne peut pas le soupçonner de ne pas connaître la portée des mots. Moi, je suis d'accord avec. Il est un piètre politique en réalité. C'est ça, et il n'est absolument pas fait ni pour Twitter ni pour les réseaux sociaux. J'ai été extrêmement choqué par sa autre déclaration, un peu secoué, il a dit, un peu secoué par ce drame. Il ne sait pas comment naviguer parce qu'il a ce carcan intellectuel brillant. Il ne sait pas comment naviguer politiquement dans cette affaire. Mais Louis Alliot aussi a fait une boulette. On l'a pas dit. Louis Alliot, il parle d'incident. Louis Alliot. Un mot, Elisabeth. Non, moi je trouve qu'on lui fait un peu un mauvais procès. Si vous voulez, le décès était effectivement le résultat de cet assassinat. Je trouve pas, si vous voulez, aller chez... Là, on est vraiment dans le chipotage, c'est-à-dire des gens se disent, qu'est-ce que je pourrais bien reprocher à ce ministre? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que ça aurait été d'autres. Écoutez, Elisabeth, vous auriez pas eu cette tolérance-là si ça avait été d'autres conditions dans un lycée public avec d'autres circonstances. Avec le marrant, c'est que je ne suis pas une fanatique de Pap Ndiaye, comme vous le savez. Mais c'est que je comprends pas. Si ça avait été dans d'autres circonstances, vous auriez dit ce gouvernement n'est pas capable de mettre les mots justes, etc. C'est quand ils ne veulent pas dire islamistes quand il y a des islamistes. Non, si vous voulez, c'est pas le problème du décès ou de l'assassinat. Je suis navré, non. C'est pas vrai. Bon. Un nom se trouve pendant top tendance des sujets les plus commentés en France, Jeff Bezos. Eh oui, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et 4e fortune mondiale. Et si on parle beaucoup du milliardaire américain sur les réseaux sociaux en France, c'est parce qu'il y a une semaine, selon Le Point, Emmanuel Macron lui a remis la Légion d'honneur en toute discrétion lors d'une cérémonie fastueuse mais confidentielle au Palais de l'Élysée. L'événement n'aurait été ni annoncé dans les agendas officiels, ni communiqué ensuite. Parmi les invités triés sur le volet pour la cérémonie se trouvait par exemple le milliardaire français Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Parmi les réactions à
cet indiscret du Point. Beaucoup soulignent la date choisie. Raphaël Prado de l'association Attaque, par exemple, écrit « Incroyable, le 16 février, en pleine journée de manifestation contre la réforme des retraites, et en secret, Macron a remis la Légion d'honneur à l'évadé fiscal Jeff Bezos en présence de Bernard Arnault. » Et de conclure, Macron, c'est le président des milliardaires. L'avocat aussi, Xavier Auret, lui, se demande seulement pourquoi, tout simplement, pour quelles raisons. Et question subsidiaire, cette décoration a-t-elle encore un sens? Non, moi, très vite, c'est juste, j'aimerais savoir ce qu'en pensent tous les petits commerçants qui ont dû fermer boutique parce que grâce à Amazon. Donc, si vous voulez, c'est plutôt ça qui me frappe. Je m'en fous. J'en ai marre de ce truc anti-riche. Mais en l'occurrence, je pense aux petits commerçants. Moi, je suis cette forme de fourberie permanente, et là, c'est pas une blague, parce que ça c'est ce que je pense vraiment. Ce qui n'est pas le cas de Philippe David, mais d'Emmanuel Macron. Il a qu'à assumer. Non, mais il faut qu'il assume. Il reçoit Jeff Bezos. Pourquoi? Comment? À quel titre est-ce qu'il reçoit la Légion d'honneur? Je veux bien. Bon, c'est un signe de respect. Assume-le, tout simplement. Tu reçois Jeff Bezos, eh bien, tu l'assumes que tu l'as reçu. Tu fais pas ça en loose day. Ça donne encore plus le sentiment que tu es vraiment le seul et unique ami des grands patrons, et c'est un peu ridicule. Je trouve que c'est complètement contre-productif. C'est nul. Voilà. Oui. C'est nul. Voilà, c'est réglé. Tour de table de l'actu des Vrais. Le réquisitoire. Le tour de table de l'actu des VV. Dans quelques instants. Vous restez avec nous. Vous voulez commenter, bien entendu, 0826 300 300. Vous avez le droit de commenter ce qui vient d'être dit. Hein. On vous attend au standard. Hein. Ils disent ce qu'ils pensent. Et ben, vous avez le droit de donner votre réponse. On vous attend. À tout de suite. Si vous avez raté le début, ça va être difficile de tout vous raconter parce qu'il s'est dit tellement de choses. Philippe Bilger, nous sommes revenus. C'est drôle, je fais toujours le petit Finkielkraut. Je parle. Est-ce que vous avez rendu compte de la complaisance que vous avez à l'égard de Philippe Bilger? Non. Elisabeth et moi, on ferait ça. On se serait déjà fait pendre par les pieds au tableau d'honneur. Oui, mais vous lui dites plaisir, on va le pendre par les pieds. Non, mais je veux que ça aille gentil avec nous. Immédiatement, chope ton père. Non, ce qui serait bien, c'est que naturellement tout le monde s'en rende compte. Oui, c'est vrai. Ça, ce serait respectueux pour nous. Vous n'avez rien à dire là. Voilà. Bah, ça va être le moment de parler puisque c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Et puisque Philippe Bilger a des choses à dire, il va falloir qu'il les dise maintenant pour une fois. Je vais les dire. Il faudrait qu'il y ait une sorte de grand bruit pour annoncer que vous voulez féliciter, mon cher Philippe, le garde des Sceaux. Voilà, pour ça ne m'arrive jamais. Mais là, je suis frappé par deux choses. Depuis qu'Éric Dupond-Moretti a abandonné toute idée de modifier la justice au fond, en profondeur, il s'occupe de sa matérialité, et ça, il est difficile de lui contester un certain mérite. Notamment, il a récemment annoncé à Agen, à l'école de l'administration pénitentiaire, que ses agents allaient être revalorisés et qu'ils allaient progresser dans les catégories. Et là, je trouve que c'est rendre hommage et tenir une promesse enfin qu'il aurait faite depuis tant d'années, alors qu'ils vivent un métier très éprouvant au quotidien et qu'ils ont bien besoin de cette promesse enfin tenue. Et donc, je ne peux que dire que de la part d'Éric Dupond-Moretti, c'est une très bonne initiative. C'est pas Françoise qui va dire le contraire. Je suis absolument d'accord. Oui, la revalorisation des gardiens, c'est très difficile d'être gardien de prison, et je voudrais pour les policiers, je voudrais pour les professeurs, enfin tous ces gens qui assurent vraiment le corsetage républicain de notre pays, et les magistrats aussi, parce que les magistrats sont pas tous des avocats généraux, suivez mon regard. Deuxième point, je soupçonne Philippe Bilger d'aimer et de dire du bien d'Éric Dupond-Moretti pour la raison que j'explique. Il a complètement disparu il a totalement disparu du paysage. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron l'a renommé au forceps après une embrouille terrible et une engueulade terrible avec son épouse Brigitte Macron. Et ça, c'est vraiment vrai. Oui, ça, c'est vraiment vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Ça aurait pu être dans Causeur. Voilà, ça c'est vraiment vrai. Mais en tout cas, ça
a fait causer. Ouais. Et en tout cas, c'est sûr qu'il a complètement disparu. On sent un Éric Dupond-Moretti qui est contre nature d'ailleurs, parce que sa nature est de tout écraser. Voilà. Et la réalité, c'est qu'il est profil bas et c'est assez étrange de sa part. Elisabeth Lévy, vous allez dire du bien aussi de Éric Dupond-Moretti? Non, j'écoute, je m'instruis là. Je vous avoue que sur la justice dans sa matérialité, je n'avais pas remarqué ce que Philippe a dit. Non, mais je trouve ça intéressant. Est-ce que vous avez Effectivement, remarqué qu'il jusque-là, n'était j'ai plus toujours présent? trouvé qu'Éric Dupond-Moretti était un très mauvais ministre. Non, mais t'as trouvé qu'il est plus du tout présent. Il a complètement Ça m'avait disparu. aussi échappé. L'absence m'avait échappé. Mais maintenant que vous le dites, c'est vrai. C'est encore plus dégueulace qu'elle vient de dire. Il est tellement absent qu'il était On me mort. dit que le ministre est en larmes. Hein, Vous vous intéressez beaucoup à Éric Dupond-Moretti, Elisabeth. Ouais, c'est encore un truc raté, Dupond-Moretti. Quand je vous entends dire du bien, je me dis, bon, il faut que je prête l'oreille. Parce que Je n'en abuserai pas. C'est à cette occasion, l'occasion de l'anniversaire de la guerre en Ukraine. Vous voulez rendre hommage à une écrivaine russe, Ludmila Ulistei. Ah oui. Alors voilà, j'aime cette femme, je l'aime depuis des années. Je l'ai découverte il y a 30 ans avec un bouquin magnifique qui s'appelle Sonieczka. Et après, sincèrement, cette femme est absolument exceptionnelle. Ludmila Ulistei, c'est d'abord une très grande écrivaine, c'est maintenant une star de la littérature. Cette femme, depuis qu'elle est enfant, est en lutte contre le système soviétique, contre Vladimir Poutine. Elle est issue d'une vieille famille juive russe assimilée. Elle a grandi en réalité à Oufa, exactement chez Rudolf Nureyev. Et elle se bat, elle combat avec ses mots, elle combat avec son intelligence. Elle est adorée par les Russes, elle est adorée dans le monde entier. D'ailleurs, elle figure très souvent sur la liste des prix Nobel de littérature. Jamais de répression à son encontre. Jamais de répression à son encontre, ce qui est assez mystérieux, mais je pense qu'elle est protégée aussi par son aura internationale. Et cette femme, Ludmila Ulitskaya, elle symbolise ce que je veux dire de l'âme russe, de la profondeur de ce peuple, et puis de cette réalité que les intellectuels sont en but depuis toujours avec ce pouvoir. Et je voudrais saluer cette âme russe à travers cette écrivaine qui n'est pas du tout un personnage extraordinaire. Elle incarne aussi ce qu'est la Russie, et courage à elle. Elle n'a jamais été inquiétée, elle est toujours vivante. Et lisez son dernier livre, Le corps de l'âme, c'est exceptionnel. Et un documentaire sur Arte. Et le documentaire sur l'âme russe. Et le documentaire sur Arte est exceptionnel aussi. La Russie, ce n'est pas que Poutine. Je plus sois sur l'âme russe. Moi, j'adore la Russie, j'adore le peuple russe, j'adore la culture russe. Je suis effondré quand on veut interdire des écrivains russes ou des musiciens russes ou que sais-je encore à cause de Poutine. Et donc, des sportifs même. Des sportifs, des chats, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire... Je relis sans arrêt Tchekhov, c'est fabuleux. Voilà, et c'est extraordinaire. Et vous en avez bien parlé, Oui, François, je n'avais jamais entendu parler d'elle. C'est pas possible. Alors, vous qui êtes un amateur de littérature, lisez Sonieczka, je vous en prie. Le tour de table d'Elisabeth Lévy. Oui, le tour je de pourrais table. prendre la chronique. Adèle Haenel. Adèle Haenel, pardon, Cécile. Je vous prie de m'excuser pour vous avoir saboté votre lancement. Donc je voulais parler d'Adèle Haenel et je pourrais à peu près prendre la chronique de Françoise et inverser, si vous voulez, et à peu près inverser tout ce qu'elle a dit. C'est le négatif. Donc Adèle Haenel, qui s'était fait connaître en étant une sorte de... Bon, j'essaye de trouver des mots qui ne soient pas trop méchants. Porte-drapeau. Bon, on va dire porte-drapeau, c'est cause. neutre. De MeToo. De MeToo. Te laisse pas emballer par toi-même, vas-y. Là, pour le moment, tu te maîtrises. Voilà, pour l'instant, je me maîtrise. Qui s'est aussi fait connaître avec on se lève et on se casse au César, si je ne m'abuse, en allant mettre le bazar parce que des gens allaient voir Polanski. Enfin bon, c'est la censure, c'est le conformisme, la victimisation dans toute sa splendeur. Et voilà que Madame Haenel, c'est son droit bien sûr, était hier à Paris 8 pour un meeting de l'organisation Trotsky, je suppose, Révolution permanente. Oui. Bon. Comme on le sait, comme l'a dit ce matin ma copine Eugénie Bastier, Paris 8, c'est une ZAD. On est au courant. J'aimerais bien voir ce qui se passerait si un groupe vaguement de droite ou même du centre essayait d'aller faire un meeting à Paris 8. On se marrait. Ou dans n'importe quelle université, bien sûr. Même Elie Barnaby ne pouvait pas aller à Paris 8, ma chère Françoise. Non, mais je sais bien. Donc, je sais, je connais. Mais
Donc elle a dit tout le mal qu'elle pensait de la réforme des retraites et que comme féministe on va faire la révolution, toutes ces âneries. Elle a dit beaucoup d'âneries, mais elle en a dit une particulièrement, c'est que nous sommes dirigés par un gouvernement de violeurs. Et là, si vous voulez, je commence à en avoir marre d'entendre de telles âneries et de vraiment... je pense que ce matin, quelqu'un a demandé à Georges Fenech si on pouvait porter plainte pour ce genre de choses, mais que le gouvernement n'est apparemment pas une entité qui peut se sentir diffamée. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que ça devrait se régler comme ça, mais il faut quand même oser dire un truc pareil. Ça veut dire quoi? C'est qui? Il me semble que les hommes du gouvernement qui ont été soupçonnés ou accusés ont été blanchis par la justice. Donc Madame Haenel devrait se renseigner et qu'elle fasse du cinéma. C'est encore ce qu'elle fait de moins mauvais. Mais je ne suis pas non plus fanatique de ces films. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Excusez-moi, je trouve que c'est une dinde. Alors, d'accord, donc toi tu penses que c'est une dinde. Moi je vais monter en défense d'Adèle Haenel, non pas pour ce qu'elle est, parce que Révolution permanente n'est pas ma mouvance, le trotskisme non plus, elle veut imposer un régime communiste, elle a le droit. Mais on est dans un moment, si vous voulez, où tout le monde dit n'importe quoi. Je veux dire, je veux bien qu'on s'énerve. C'est comme ça que tu la défends? Non, mais c'est pas ça. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Elle est dans sa conviction à elle. Je n'aurais pas dit qu'on est gouverné par des violeurs, pas plus que je ne peux dire que nous sommes dans un État fasciste, vous comprenez. Mais l'excès dans ce cadre-là, c'est le même excès que un certain candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, qui nous a farci la tête pendant des semaines et des mois de son grand remplacement, qui est condamné, multicondamné. Qui n'existe pas comme chacun. Non, mais multicondamné sur les Noirs, les Arabes, les mauvais prénoms pas français. Donc on est dans ce moment-là, mais on est en France, et donc je me réjouis qu'en France, et c'est bien que vous ayez commencé votre propos comme ça, on a le droit de s'exprimer, y compris de dire des conneries. Elisabeth, je n'aime pas du tout Adèle Haenel, mais je vous ferai remarquer que vous dénoncez à juste titre cette globalisation grotesque, mais elle existe aussi parfois dans la pensée réactionnaire. Bien sûr. Cette manière de globaliser est une catastrophe à gauche comme à droite. Je suis d'accord. Et bizarrement, Adèle Haenel, depuis que j'ai su qu'elle avait vécu avec Céline Sciamma, c'est une femme vers laquelle je n'étais pas naturellement porté. J'ai lu, elle est d'une intelligence très court. Je suis d'accord avec vous sur une chose. Cela fait des années, je l'ai fait à Reconquête d'ailleurs, que je dénonce le politiquement correct de droite, qui n'est pas plus intelligent que le politiquement correct de gauche, qui est plus fort. Bravo. Non, mais c'est la globalisation. Oui, c'est-à-dire que la gauche, elle est forte. Regardez la pendule. Bah oui, je sais. C'est frustrant. Oui, je sais. Bah, c'est le psychologue qui a dit qu'il faut cultiver sa frustration. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va vous frustrer. Le coup de projecteur des vraies voix dans quelques instants. On va revenir sur la question de l'accompagnement des élèves qui souffrent de troubles psychologiques dans les établissements, avec une urgence qu'aujourd'hui on compte un psy pour 1500 élèves. La question que l'on vous pose, faut-il imposer un bilan psychologique à tous les élèves? Alors c'est volontairement un peu cash, mais vous dites non à 71%. Et 0826 300 300, on a envie de vous entendre. À tout de suite. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Ouais. J'ai eu mon compliment par Elisabeth Lévy, par vous, donc on est à deux. C'est mieux qu'hier avec un seul. Je me souviens pas, je vous ai dit un truc sympa. Vous avez dit que j'étais votre dieu. Vivant. Non, mais parce qu'elle blaguait. Qu'est-ce qu'elle a dit, Elisabeth? Non, elle a même pas. Moi, je n'ai que des compliments à faire à Philippe. Et qui en plus, la traître. C'était comment les mandales là? Le cumul des mandales. Le cumul des mandales, ça m'a bien plu. On pourrait faire un spectacle, toi et moi, qui s'appellerait comme ça. Qui s'appelle le Rio. Ça s'appelle le Rio. On irait au cabaret des Deux Ânes, on ferait un tabac, ça c'est sûr. Le compliment, vous l'aviez fait avant le quiz. Ouais. Alors le cabaret des Deux Ânes, il y aurait un âne, c'est sûr, c'est Philippe David. Le deuxième, on sait pas. Ouais, je vois. J'avais dit que vous alliez regretter, Elisabeth. Vous êtes joué, hein. Allez, on y va. En tout cas, le coup de projecteur, c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on revient sur la question de l'accompagnement des élèves souffrant de troubles psychologiques dans les établissements. Une urgence, puisque je vous le rappelle, on compte aujourd'hui un psy pour 1500 élèves en France, Philippe. Oui, d'ailleurs, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé l'augmentation de 20% du nombre de places au concours de psychologues de l'Éducation nationale. Vous constatez qu'il y a des élèves qui ont des problèmes dans les établissements de vos enfants ou dans l'établissement où vous travaillez. Vous êtes prof principal
médical proviseur. Appelez-nous au 0826 300 300. Et à cette question, faut-il imposer un bilan psychologique à tous les élèves? Pour l'instant, vous dites non, hein, à 71%. Imposer non, c'est ce que vous dites. Cependant, l'éducation parentale et l'instruction publique devraient permettre de prévenir plutôt que de guérir. Pour en parler, Sophie Auduget est avec nous, déléguée générale de SOS Éducation. Bonsoir Sophie Auduget. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ils sont mignons. Bonsoir Sophie. Parce qu'on l'aime beaucoup. Mais on la connaît, on l'aime beaucoup. Elle fait un travail remarquable. C'est pas comme Et puis elle certains. avait apporté de la galette. Hein. Ouais, c'est Pas à moi. Bon, absolument. ça c'est vraiment dégueulasse. Sur un Non, pas sujet bon. plus important, sur ce bilan psychologique à tous les élèves, je sais, vous, Philippe Bilger, que vous n'êtes pas pour imposer. Alors non, pas pour imposer, mais on a d'une certaine manière la conclusion qui nous a été donnée tout à l'heure par Stéphane Amar. Stéphane Amar, voilà, le psychologue. Stéphane Amar. À partir du moment où on a des certitudes ou des doutes sérieux ou même des indices de l'état délabré d'un mineur, d'un enfant, il faut évidemment procéder à des examens psychologiques approfondis. Mais je ne voudrais pas, comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure, que à cause de cette légitime inquiétude, on fasse pas le départ entre des personnalités singulières et des personnalités réellement atteintes. Ça me fait un peu peur, parce que l'école de la magistrature, par exemple, si je rajoute une seconde, a enfin décidé, il y a quelques années, de faire des examens psychologiques, et si je l'avais passé, ça n'existait pas, je suis pas sûr que j'aurais franchi véritablement le barrage. Moi j'en suis absolument certain. Donc il faut faire attention à ne pas confondre la fragilité psychologique avec la personnalité. Une Moi, je suis personnalité. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. J'aurais jamais passé le barrage. Elisabeth, t'en parles. Tu n'aurais pas passé le barrage, toi non plus. Non, je ne crois pas que. Moi non plus. Que je l'aurais passé. Non, moi je trouve que c'est une idée totalitaire. Et pas d'augmenter le nombre de psychologues, parce que ça, c'est un véritable problème. Moi, j'ai un grand ami d'enfance qui est pédopsychiatre. Alors maintenant, il est en Suisse, mais on le sait, si vous voulez, pour avoir un rendez-vous, et après, c'est pas un rendez-vous, un pédopsychiatre, c'est évidemment un suivi. C'est très compliqué. Donc, il y en a à l'évidence pas assez. Il n'y a pas assez de psychologues. Tous les psychologues bossent comme pour les jeunes, sont très demandés. Donc, visiblement, il en manque. En revanche, je trouve que cette idée, si vous voulez, d'une espèce de détection et qui érigerait en quelque sorte une définition de la normalité qui est quand même assez compliquée. Un psychologue, on va le voir quand on est en souffrance, quand on a un problème qu'on n'arrive pas à régler dans la vie, dans le contact avec ses parents, mais on va pas le voir simplement pour savoir si on est normal ou pas. Mais on le verrait. Enfin, y a plein de, ça n'empêche pas qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'y aller, qui n'y vont pas. Sophie Auduget. Une minute, je voudrais juste dire que c'est orwellien et je maintiens. Et ben voilà, nous sommes exactement sur cette ligne. C'est vraiment l'union sacrée. Non, mais parce que c'est insupportable. Vous imaginez quel code vous allez définir? Déjà, nous sommes obligés de vivre politiquement dans une stratégie politique qui consiste à dire il y a le cercle de la raison, et ça nous tue depuis 40 ans. Le cercle de la raison, et tout ce qui est en dehors de ce cercle de la raison est disqualifié sur le plan diplomatique. Ça fonctionne comme ça, sur le plan politique. Et désormais, et on ne peut pas imposer cela. Il y a des personnalités. Je me souviendrai toujours de ce qu'avait dit mon prof de latin sur mon dossier de bac. Il avait dit très bon élève, dont il faudrait maîtriser parfois les côtés un peu fantasques. Et bien voilà, les élèves qui sont fantasques, les élèves qui ont une très forte personnalité, ou bien des élèves même plus silencieux, qui ont une personnalité silencieuse, entièrement peut-être méditative. Eh bien, c'est inacceptable pour moi qu'on puisse même penser à instaurer ça me paraît déjà dangereux. Même le fait d'y penser est dangereux. Sophie Auduget, on parle du dépistage systématique. Déléguée générale de SOS et Éducation. Alors, Sophie Auduget, notre question est forcément un peu cash et on est allé très loin. Mais aujourd'hui, le psychologique, l'aspect psychologique dans les départements, en tout cas dans les établissements, comment il faudrait l'organiser? C'est un sujet extrêmement complexe et je n'aurais pas la prétention de vous donner une réponse aussi rapidement. Tout d'abord, je crois qu'on est quand même encore dans la sidération qu'un enseignant ait été assassiné dans sa classe dans des conditions d'une violence inouïe avec un enfant de 16 ans.
C'est un drame pour tout le monde, mais c'est un drame aussi pour cet enfant. La victime reste l'enseignante. Mais un enfant de 16 ans qui commet un acte comme ça, on ne peut pas prendre ça à la légère non plus vis-à-vis de cet enfant. Les informations qui nous ont été communiquées sont déjà éclairantes, mais j'espère qu'il y aura une enquête très approfondie, vraiment très approfondie. Je rejoins absolument ce que vous avez dit, ce qu'a dit Elisabeth. Évidemment que c'est une proposition totalement totalitaire qui n'a aucun sens. Je rejoins également ce que vous avez dit, à savoir qu'il est impossible aujourd'hui d'avoir un rendez-vous pour des parents qui ont un enfant qui ne va pas bien. Il faut voir que pour faire un bilan neuropsychologique d'un enfant aujourd'hui qui présente des troubles autistiques, qui présente une dysphasie, c'est entre 6 mois et 2 ans d'attente. On a parfois des enfants qui vont mettre 5 ans à 6 ans à rejoindre un IME, c'est-à-dire un institut médico-éducatif. C'est-à-dire que quand on a un enfant qui a d'énormes difficultés d'apprentissage en CP, eh bien, en gros, on est presque capable de lui proposer une solution. Quand il sera à la limite d'entrer au collège, évidemment, il n'accédera à rien. Donc, je vois, en dehors du... Déjà, c'est pas possible de le faire, d'un point de vue pratique. Ça serait totalement idiot et absolument abusif de le faire. La réalité, c'est que là, il faut quand même qu'on étudie le profil de cet enfant, notamment sur... c'est un enfant qui a été harcelé, je le rappelle quand même. C'est un enfant qui est dysorthographique, dyslexique. Voilà. Et là, on est quand même dans un enfant qui a eu des difficultés à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, l'école, elle n'est pas capable de prendre en charge ses enfants sur le long terme. Là, il y a un manquement quand même évident pour un enfant qui, manifestement, en avait besoin. On va au 0826 300 300 avec Sandrine qui est avec nous. Est-ce que Sandrine est... Sandrine, bonsoir, bienvenue Sandrine. Sur Sud Radio. Vous vouliez réagir ? Oui, bonsoir. Voilà, en fait, moi je voulais réagir parce que je suis infirmière libérale et j'ai mon fils qui a eu des soucis au niveau développer plus ou moins une phobie scolaire et du coup j'ai demandé qu'il soit vu donc déjà en privé par des psychiatres, donc sur le département il n'y a rien. Il n'a pas été pris en charge. On m'a dit carrément, on ne me répondait pas. Hein. Il y a un psychiatre qui me disait qu'il n'avait plus de place en fait, qui ne recevait pas de nouveaux patients. Les psychologues, pareil, il n'y en avait pas. Du coup, je me suis retournée vers sa maîtresse pour voir avec la psychologue scolaire. Ça, c'est au mois d'octobre, en mois de février. J'attends toujours en fait qu'il soit vu par la psychologue de l'école. Voilà. Donc, au niveau prise en charge, c'est pas étonnant qu'il y ait des jeunes qui soient vraiment mal parce que on est démunis face à la douleur de nos enfants, quoi. On ne sait pas vers qui se tourner. Donc, aller hors département, il faut pouvoir se mobiliser, bouger. C'est compliqué, quoi. Voilà, Sandrine, vous restez avec nous, Sandrine. Philippe Bilger veut réagir forcément. Le problème des moyens est un problème crucial, mais pour aller dans la question qui est posée, bien sûr, je n'avais pas aussi rapidement que mes amis chroniqueux saisi le fond de la question de Sud Radio. Bien sûr que je suis hostile à un processus obligatoire pour tout le monde, mais si vous le permettez, j'aimerais poser cette question à Sophie Audiger. Une fois qu'on récuse le processus qui consisterait à imposer un dépistage pour tout le monde, est-ce qu'on n'oublie pas les risques que l'expérience permet de connaître, le surgissement d'actes gravissimes de la part d'enfants, d'adolescents ou de personnes plus âgées sans que le moindre signe nous ait alertés. Et ça peut exister à l'école comme ça peut exister dans la vie. Alors, moi, je me limite à ce qui se passe à l'école, hein, évidemment. Disons que si vous voulez, le problème, c'est qu'on réagit jamais de manière systémique aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on a une situation dramatique, on a une situation d'enfant, et on va essayer de nous dire, écoutez, on va faire un bilan où on va essayer de voir tous les enfants. C'est pas ça le sujet. Cet enfant, c'est un enfant 10, donc il a eu des difficultés d'apprentissage massifs, puisqu'apparemment il était dysgraphique et dysorthographique, donc il a eu des difficultés profondes dans l'accès à la lecture et à l'écriture, c'est-à-dire on est au niveau de la primaire et du début de la primaire. À ce moment-là, cet enfant a vécu une situation qui était compliquée. C'est un enfant qui, a priori, a été harcelé au collège. Il a été harcelé parce qu'il faut quand même le rappeler, la plupart des enfants harcelés
dont on parle quand même très peu, restent les enfants handicapés, restent les enfants qui portent des lunettes, restent les enfants qui ont un peu d'embonpoint, etc. C'est ceux-là qui se font harceler et c'est ceux-là qui en souffrent souvent de manière très silencieuse. Or, cet enfant-là, de par sa dysorthographie, sa dysgraphie, aurait dû être accompagné de manière beaucoup plus tôt et peut-être être accompagné sur le long cours. Mais à l'école, aujourd'hui, dans les établissements publics, nous on a fait plusieurs entretiens avec des médecins de l'éducation nationale pour voir l'enfer qu'ils vivent. Nous, on a une médecin qui, au bout de ses 4 années, nous a dit qu'elle s'en allait. Elle a tenu à nous faire un témoignage pendant 2 heures. Elle nous a expliqué pourquoi, alors qu'elle avait choisi d'être médecin de l'éducation nationale, qu'elle l'avait choisi pour des raisons nobles, de valeurs, d'aller aider des enfants, d'aller aider des profs sur le terrain, qu'il était impossible de faire ce travail-là. Impossible, parce qu'on est en lutte face à l'administration. Sophie, une réaction d'Elisabeth. 2 remarques très rapides. La première, c'est qu'il me semble que cette affaire repose tout de même la question qui a été posée par Zemmour pendant la campagne et qui a suscité un tollé à tort, à mon avis, quand il a dit que tous les enfants ne pouvaient peut-être pas être accueillis à l'école publique. Et de fait, si vous voulez, cette idée de l'école inclusive, c'est-à-dire on prend tout le monde, quel que soit le niveau, c'est-à-dire on mélange tous les niveaux, on prend tous les handicaps alors qu'on n'est pas en mesure, si vous voulez, forcément, je ne parle pas des handicaps un peu physiques. De les prendre en charge. Je dis simplement que vous ne pouvez pas forcément suivre. Et je me rappelle d'ailleurs que Pascal Praud nous a dit sur le plateau qu'il avait une enfant à problème et que s'il ne l'avait pas mis dans une école spécialisée, ça n'aurait pas marché. Et comme Françoise est pressée, qu'on n'a plus beaucoup de temps, j'abandonne ma deuxième remarque. Non, je voulais juste dire par rapport à ce que vous dites, c'est que dans le cas de cet enfant, bien sûr, on voit qu'il est harcelé, mais cet enfant est brillant. C'est un excellent élève qui a eu le brevet avec mention. Tous ses élèves, tous ses camarades de classe le décrivent comme quelqu'un d'extrêmement brillant. Attention, moi j'ai l'impression, pardon aussi Sophie, j'aime beaucoup quand vous parlez, mais là je pense qu'on est un peu à côté du sujet. Je crois qu'on ne peut pas faire un diagnostic sauvage sur cette question-là. Cet enfant n'avait pas de mal, pour répondre à Elisabeth, à suivre en classe. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, Françoise, puisque la dysorthographie et la dysgraphie, c'est une intelligence complètement intacte qui peut être premier de sa classe. Je suis d'accord avec vous. C'est pas le sujet du niveau scolaire. Excusez-moi, 0826 300 300, Romina. Romina, vous vouliez intervenir. Oui, pardon. Effectivement, il y a une profession aussi qui est là, qui fait partie du train. Oui, les infirmières, les infirmières scolaires. Et c'est vrai que nous, alors infirmières scolaires, infirmières libérales, infirmières n'importe quel domaine que nous puissions exercer, on reste un maillon. On est toujours au cœur des professions, du médico et du social, et aussi de l'enseignement pour les infirmières scolaires. Et si on écoute un petit peu les infirmières, parce qu'apparemment il y a une infirmière scolaire pour 1300 élèves. C'est énorme. Donc là, elle demande absolument, et ça fait des années qu'elle le réclame, à ce qu'on recrute. Voilà, elle demande vraiment à ce qu'on renforce. Et je pense elle saurait dire. Et voilà. Elle saurait lire les signes, c'est ce que vous voulez dire? Elle saurait lire comme ce dont parle Sophie, c'est-à-dire ces signes peut-être pas visibles, qu'on ne voit pas, signaux faibles. Disons que nous, si vous voulez, on est une profession, on arrive quelque part, on est formé pour ça. Tout de suite, on détecte, on observe, on détecte et on voit tout de suite là où ça va pas. Et on va creuser, on va chercher et tout de suite on va pouvoir avoir un lien après. Mais Romina, une question. Quand vous entendez Sandrine qui nous dit qu'elle a demandé un rendez-vous en octobre, on peut dire qu'on est en mars, on est le 20, on sera en mars la semaine prochaine, 5 mois. Est-ce qu'on marche pas sur la tête quand même? On marche complètement. Alors là, je suis complètement d'accord avec vous. Seulement, c'est complètement différent quand on est dans le cadre du privé et du professionnel. Ça se voit régulièrement, même pour moi à mon niveau, au niveau personnel. C'est-à-dire que si moi, dans ma profession, je vais faire appel à un professionnel de santé, si je vais noter, je vais appeler, je vais signaler, ça va fonctionner. Par contre, c'est vrai que quand on est simple patient ou un patient lambda, ça marche pas parce que on fait pas attention à nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une démarche. Alors déjà, vous voyez quand vous appelez votre médecin traitant, le temps qu'il faut pour qu'on vous réponde. Non, mais c'est dur pour les enfants, mais c'est dur pour les parents aussi. C'est très compliqué pour les familles. On peut dire qu'il y a aussi des moments, et Sophie sera d'accord, où il n'y a aucun signe avant-coureur. Moi, j'ai le souvenir de la tuerie de Claire, où le jeune homme de 16 ans, il rentre du boulot, il rentre de l'école, on ne sait pas ce qui s'est passé, il tue ses parents, toute sa famille, il fait 20 km, il tue 15 personnes. Donc, il y a aussi, il faut quand même revenir sur ce caractère
caractère exceptionnel. C'est dur de faire des tendances, mais c'est vrai que des professeurs tués sur le lieu de travail, c'est 5 ou 6 à peine depuis 40 ans. Non, mais il faut quand même le redire aussi. C'est à partir de là qu'on reconstitue un parcours psychologique. Merci beaucoup, Sophie Audugé, d'avoir été avec nous, déléguée générale de SOS Éducation. Je sais qu'il nous aurait fallu beaucoup plus de temps parce que le sujet le mérite vraiment. Merci Sandrine, merci Romina, merci. Je sais que ça a appelé beaucoup au standard. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 0826 300 300 et on continue bien entendu jusqu'à 19h avec Corinne qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Corinne. Bonsoir Corinne. Bienvenue. Bonsoir Corinne. Bonsoir, merci. Merci de me donner la parole. Allez-y. Écoutez, moi je vous appelle au sujet de... Enfin, je voudrais réagir sur le bilan psychologique pour les élèves. Écoutez, moi je pense que c'est plus que nécessaire parce que bon, j'ai ma fille depuis, ça fait à peu près 1 an qui ne va pas bien et en fait en discutant avec l'infirmière du collège, en fait il s'avère qu'il y a énormément d'élèves qui sont en souffrance. Quand je suis passée à la pharmacie également, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est affolant, quoi. Il y a énormément d'élèves qui vont très mal. Donc, je pense que ça serait plus que nécessaire, quoi. Et malheureusement, on arrive à des drames comme on a entendu ces derniers jours. Bon, évidemment, tout le monde n'en est pas là, mais disons que les enfants vont très mal. Et je pense que est-ce que c'est un lien avec le post-confinement? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a énormément de... Ils ont jamais vu ça. Enfin, la pharmacie, ils étaient un petit peu affolés. Ouais. Est-ce qu'elle est traitée, votre fille, aujourd'hui? Alors, en fait, ça a pris du temps avant de constater vraiment que ça allait mal. Là, on a pris rendez-vous lundi prochain chez un psychiatre, mais c'est vrai que c'est très compliqué... j'ai fait appel un petit peu au CMP, etc. Mais bon, il y a des listes d'attente. Ils ont 2 ans d'attente, donc vous voyez un peu. 2 ans, oui. Et donc, c'est vous qui êtes intervenu, Corinne. Ça s'est pas du tout passé dans le collège de votre fille, parce que votre fille est collégienne et pas de médecine scolaire, pas d'infirmière, rien. Il y a une infirmière qui est là, mais c'est moi qui m'en suis rendu compte parce qu'en fait, elle a commencé à avoir des troubles, de ne pas vouloir aller au collège, mal au ventre, des nausées, des choses comme ça. Alors on ne fait pas forcément tout de suite le rapprochement avec un problème psychologique, quoi. On se dit, tiens, elle a attrapé mal, elle a fait ci, enfin ça va pas ce matin. Puis quand ça commence à devenir de plus en plus souvent, et puis on commence à penser, on se dit, est-ce que c'est pas une phobie scolaire ou quelque chose? Enfin bref. Toujours est-il qu'en discutant après, je suis allée voir l'infirmière et on a discuté énormément et elle m'a dit que il y a même des élèves qui sont carrément déscolarisés, il y en a beaucoup qui vont mal, quoi. Mais par ces profs, vous avez jamais sont jamais venus vers vous en disant qu'elle était fragile ou qu'il y avait un petit problème? Non, parce qu'en fait, on met ça, c'est la période de l'adolescence, donc on met ça un petit peu sur le dos de... C'est un élève qui n'a pas envie, qui ne fait pas d'efforts, qui... vous voyez, c'est difficile à percevoir. J'entends l'émotion dans votre voix, parce que par expérience, j'entends très fort, ça m'émeut beaucoup, parce que par expérience, on ne répétera jamais assez à quel point c'est terrible pour les parents d'avoir un enfant qui souffre. C'est vraiment probablement... Et de rien pouvoir faire. Et voilà, exactement, Cécile, c'est tout à fait ça, d'être dans l'impuissance. Et j'ai encore les larmes aux yeux, parce que je connais cette souffrance, je l'ai vue, je la vois, et je vous entends. Et donc, la réalité aussi, c'est que toutes les névroses, et c'est très bien ce qu'a dit Elisabeth, la névrose n'est pas la psychose. Être névrosé et déprimé ne signifie pas forcément passer à l'acte comme le jeune homme. Et donc voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une porte de sortie. Ça me paraît absolument évident pour votre fille. C'est évident. Je comprends votre stress. La difficulté qui peut arriver aussi, c'est... Moi, j'avais une amie qui avait comme ça un problème avec son enfant et à qui on a fait tellement de diagnostics qu'à la fin, ils avaient le tournis. Alors... je crois que ce qu'on peut dire dans ces cas-là, c'est qu'aussi, c'est surtout sur l'enfant qu'il faut se centrer, pas sur les mots, pas sur les mots qu'on met dessus. Il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir prendre du recul.
et se dire bon, à quel niveau de gravité on en est, et est-ce que voilà. Mais vous allez y arriver. L'amour de maman, l'amour de maman, c'est magnifique toujours. L'amour de maman, ça soutient tout. C'est le dialogue qui est important aussi, Corinne. Oui, mais bien sûr, mais à cet âge-là, c'est très compliqué. Mais je sais. Ouais, j'ai 2 adolescentes en face de moi. Je mets un petit peu d'humour pour vous faire rire. Et il faut bien distinguer ce qu'on appelle par enfant en souffrance. Évidemment, ça renvoie à des situations très, non, mais c'est intéressant du point de vue d'un homme et d'un père, parce que un adolescent est un peu en souffrance. C'est intéressant d'entendre le point de vue d'un père, même Philippe aussi. Vous avez combien, 6 enfants vous avez? Eh bien, est-ce que vous avez vécu ça, par exemple, parmi un de vos enfants, et comment vous avez réagi? C'est intéressant, moi ça m'intéresse. Quand on est attentif, on décèle tout de même un certain nombre de problèmes psychologiques qui disparaissent ou non. Et là, on cherche à les prendre. Mais à l'époque, on n'avait pas de difficulté pour avoir des rendez-vous. Il y avait suffisamment de médecins. Et Corinne, vous avez d'autres enfants ou c'est... Oui, j'ai 2 grandes filles, mais qui vont très bien et qui chacune font leur chemin. Elles sont plus grandes, elles sont 27 et 25 ans. Mais c'est vrai que la petite dernière, et puis bon, quand on est avec quelqu'un au quotidien tous les jours, parce que je suis toute seule avec elle. C'est encore plus compliqué. Et voilà. Et ben, vous savez quoi, Corinne, vous nous avez maintenant. Oui. Voilà. Je vous assure, on est de tout notre cœur avec vous. On vous oubliera pas. On vous oubliera pas. Merci en tout cas. En plus, ne sous-estimez pas, et là, je vous le dis par expérience aussi, le rôle des grandes sœurs. C'est un rôle moteur absolument pour les petites. Ça, c'est vraiment très important. En tout cas, Corinne, on ne lâche rien. Vous savez que vous êtes la bienvenue ici. On vous fait des gros câlins. Merci mille fois de nous avoir appelés. Merci d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Merci Philippe Bilger d'avoir été là ce soir. Merci Françoise de Gois. C'est déjà fini? Oui, vous m'avez ému, Françoise de Gois. Mais on parle pas de foot pourtant. Merci Elisabeth Lévy. Dans un instant, on va parler automobile dans les vraies voies. Dans les vraies voies qui font rouler la France, et Dacia sera avec nous. Dacia Sandero, qui est la plus vendue en France et en Europe aujourd'hui. C'est quand même dingue. On va en parler dans un instant. Allez, à tout de suite.